Bonsoir et bienvenue sur Conteur de songes. Ce soir, je vous invite à poursuivre notre voyage à travers le destin d'Édouard Bresson, cet humoriste au sourire lumineux et à l'âme fissurée. Dans cette troisième partie de « Quand on n'a que l'humour », les émotions s'intensifient, les vérités que l'on redoutait émergent et les rires se teintent de mélancolie. Fermez les yeux et écoutez cette histoire où l'humour devient une armure et parfois une délivrance. Chapitre 15. En quoi mérite-t-il tout ce qui lui arrive ? Jean-Michel balaye l'interrogation de son poulain d'un revers de la main, d'un éclat de rire un peu trop bruyant. « Voyons, Édouard, tu ne vas pas me dire que tu en es encore là aujourd'hui. Franchement, pourquoi tu te poses toujours des questions tordues ? Tu ne peux pas te contenter de savourer, de profiter. En plus, je vais te dire quand bien même, pour une obscure raison, tu ne mériterais pas ce qui t'arrive. Qu'est-ce que ça peut faire ? Tu crois que le pauvre gars qui se retrouve SDF du jour au lendemain, après 40 ans à trimer comme un chien, il mérite ce qui lui arrive ? Non, la vie, ce n'est pas une question de mérite, va. Prends donc une coupe de champagne. Tiens, je crois que tu en as bien besoin. Son producteur lui glisse dans la main une flûte remplie à ras-bord. Toute son équipe n'attend plus que lui pour trinquer. Dans 30 minutes à peine, le calendrier passera au 1er avril. Et peut-être qu'il réalisera que toute cette soirée n'aura été qu'une immense blague, finalement. La trentaine de personnes attablées dans le restaurant privatisé spécialement pour cet after lèvent leurs verres dans un brouhaha joyeux, et Francis, l'ingénieur son de la tournée, bugle avec enthousiasme. Un discours. Les autres s'empressent se reposer leur coupe pour frapper en rythme dans leurs mains, impatients d'entendre le mot final de celui qu'ils accompagnent depuis septembre dernier, celui qu'ils ont suivi sur près de 200 dates, soit presque chaque soir depuis 7 mois. Un record d'épuisement pour Édouard et pour eux. L'humoriste n'a rien préparé, toute sa concentration et son énergie ayant été absorbées par l'ultime soirée au Stade de France, l'ultime défi à relever avant de tirer sa révérence et de se reposer un peu. « Bonsoir les amis », commence-t-il d'un air malicieux, et le silence se fait dans la petite salle voûtée à la décoration à la fois sobre et chic. Installé par les autres en bout de table, il pose sa flûte à côté de son assiette avant de poursuivre. « Je vais faire court, parce que je pense que vous m'avez assez entendu parler et sortir les mêmes plaisanteries soir après soir depuis des mois. En fait, vous le savez aussi bien que moi, je n'ai qu'une chose à vous dire aujourd'hui, merci. Merci d'avoir accepté de me suivre dans ce projet, un peu fou et complètement éreintant, d'une tournée aussi importante, avec l'apothéose de ce soir. Merci d'avoir travaillé d'arrache-pied, passionnément, furieusement, pour que ces spectacles soient à chaque fois à la hauteur de ce que le public attendait. Merci d'avoir subi sans broncher mes lubies, mes moments de doute et de découragement, mes crises d'angoisse, mes accès de colère parfois. Sans vous tous, je n'aurais jamais pu accomplir tout ça. Alors du fond du cœur, merci. Autour de lui, les membres de son équipe sourient chaleureusement et les paroles bienveillantes d'Édouard évoquent à chacun une anecdote différente. Pour Michael, le régisseur lumière, c'est le mot lubie qui résonne. Il se souvient encore à quel point l'humoriste s'est montré exigeant sur cette tournée, allant jusqu'à lui indiquer les références pantonnes des couleurs des spots qu'il voulait à tout prix, comme si sa vie en dépendait. Pour Cynthia, qui a créé toute la mise en scène du spectacle, c'est l'expression accès de colère qui met en branle sa mémoire. Elle entend encore Édouard vociférer à chaque fois qu'elle ne comprenait pas dans la seconde ce qu'il avait précisément en tête. Hervé, lui, n'est pas prêt d'oublier les moments de doute de l'artiste. Il a parfois eu le sentiment d'être davantage un psychologue qu'un manager pour Édouard. À toujours le rassurer et le convaincre que cette nouvelle tournée serait un succès et qu'il serait, comme toujours, à la hauteur. Tous savent à quel point Édouard est perfectionniste, à quel point pour lui chaque détail compte. Et tous apprécient d'être remerciés, reconnus, ce soir. Édouard reprend sa coupe trop remplie, renversant au passage quelques gouttes de champagne sur la nappe blanche impeccablement repassée. « Fais gaffe, c'est du Ruinart, mec », l'apostrophe Francis d'un ton enjoué. L'ensemble de l'équipe applaudit, puis tous se lèvent pour trinquer les uns avec les autres. Le brouhaha des conversations et des rires reprennent.
et Édouard en profite pour s'éloigner de la tablée, s'isolant dans les immenses toilettes à la lumière tamisée où un air de musique classique vient parfaire l'ambiance feutrée. Il sort son téléphone portable, ouvre la liste de ses contacts, Arthur étant évidemment en première place de l'ordre alphabétique. Après quelques secondes d'hésitation, il appuie sur le prénom de son fils, porte l'appareil à son oreille, compte les sonneries en retenant machinalement son souffle. Au bout de 7 bips insupportables jamais interrompus, le répondeur se déclenche. Son fils prononce un seul et unique mot, son prénom, suivi par la désagréable voix métallique universelle qui enchaîne, n'est pas disponible pour le moment. Merci de bien vouloir laisser un message après le bip sonore. Après avoir enregistré votre message, vous pourrez le... Édouard raccroche avant que le robot ait terminé son annonce. Avisant l'urinoir, il en profite pour se soulager la vessie, regardant sans le voir son visage dans le grand miroir étincelant qui occupe tout un pan de mur de la pièce. D'un air morne, comme si la fatigue cinglante retombait brutalement sur ses épaules, il se sèche les mains dans le vacarme assourdissant du séchoir. Puis, il retente sa chance. Parce qu'on ne sait jamais. Rappelle le même numéro, espérant de toutes ses forces entendre la voix d'Arthur à l'autre bout de la ligne. En vain. Remarque sur l'écran la petite enveloppe qui lui indique qu'il a reçu un SMS, s'empresse de l'ouvrir. Il s'agit peut-être d'un message de son fils, même quelques mots abrégés. Édouard serait prêt à s'en satisfaire. Félicitations pour ce soir, tu étais époustouflant. J'espère que tu es en bonne compagnie pour fêter ça. Le texto vient de Johan, et l'humoriste sourit tristement en pensant à son ancien partenaire clown de l'association Clown Hôpital, le seul avec qui il ait gardé contact au fil des années. Johan est indissociable d'un sentiment de nostalgie et de mélancolie, du souvenir d'un temps révolu où Édouard bondissait dans les couloirs de l'hôpital Gustave-Roussy déguisé en clown, affublé d'un immense bonnet de nuit rapiécé qui traînait jusqu'au sol et dans lequel, invariablement, il se prenait les pieds pour le plus grand bonheur des enfants qui assistaient à ces cascades. Un pincement au cœur, Édouard hésite à répondre, à Johan quelques mots choisis au hasard pour signifier merci, puis il remet ça à plus tard, ne parvenant pas à trouver une formule qui ne paraisse pas impersonnelle. J'espère que tu es en bonne compagnie pour fêter ça. Toute son équipe est avec lui, à quelques mètres de là. Pas sa famille, et surtout, pas Arthur. Impossible pour Édouard de ne pas se demander si son fils ignore délibérément ses appels ou s'il est juste occupé à autre chose. Y a-t-il la moindre chance qu'il l'ait, regardé sur TF1, est-il fou de l'espérer? Arthur pourrait être avec sa copine, au cinéma, en train de réviser pour ses examens, ou même simplement couché. Il pourrait ne pas entendre son téléphone, l'avoir oublié chez lui et être sorti pour la soirée. Il n'en reste pas moins que, de lui-même, il n'a pas fait l'effort d'appeler son père, alors que c'est sans doute la soirée la plus extraordinaire de toute sa vie. Aux yeux des autres, du moins. Parce que si quelqu'un posait la question à Édouard, et en admettant qu'il accepte de répondre et de se dévoiler un peu, il n'aurait aucune hésitation. La soirée la plus extraordinaire de toute sa vie, il ne l'a pas passée au Stade de France, mais à l'hôpital du Havre, la nuit où son fils est venu au monde, il y a près de 24 ans. Ce vertige de l'inconnu, cette excitation à l'approche d'un bonheur qu'on ne pouvait que deviner, imaginer, cette sensation enveloppante d'être infiniment petit par rapport à la vie qui s'annonçait sous le ventre tendu de Magda, et il n'a rien oublié de tout ce qu'il a confusément ressenti ce soir-là. Ça ferait bien rire Arthur d'entendre cette confession, il n'y croirait probablement pas une minute. Bien sûr, Édouard a éprouvé sur scène des émotions s'approchant de ce vertige primitif, mais jamais rien de comparable à la naissance de son fils. Bien sûr, il s'est égaré, il s'est perdu en chemin puisqu'on ne prend conscience de son bonheur qu'après l'avoir méprisé, qu'après l'avoir piétiné pour chercher quelque chose d'autre, plus haut, plus loin, toujours un peu plus loin, parce que rien ne semble jamais suffisant. Bien sûr, il a eu le sentiment euphorisant de s'être trouvé lorsqu'il est grimpé sur scène pour la première fois, bien sûr. À ce moment-là, il a oublié l'impression de complétude qu'il avait submergée lors de sa première rencontre avec Arthur. Mais s'il devait faire le bilan aujourd'hui, après cette soirée grandiose, il saurait dire ce qui a compté le plus pour lui, même s'il a été incapable d'en prendre conscience quand il aurait fallu le faire, même s'il ne l'a jamais avoué à Magda et à Arthur, même s'il n'a jamais trouvé les bons mots,
lui le dompteur de syllabes, le chef d'orchestre de phrases. D'ailleurs, si son fils avait décroché ce soir, que lui aurait dit Édouard D, banalité intolérable. Il y avait plein de monde. Oui, ça s'est très bien passé. Est-ce que... Tu m'as regardé à la télé? Serait-il parvenu à lui glisser, au détour d'une platitude de « plus », qu'il ne voulait que bien faire, qu'il regrette que le conflit ait pris de telles proportions, que la dernière chose qu'il cherchait, au fond, c'était à se brouiller avec lui. Parce que Édouard a voulu pousser Arthur, trop fort sans doute. À avoir souffert d'un père qui ne croyait pas en lui, il s'est persuadé que c'était tout l'inverse qu'il fallait à son enfant. Il se devait de l'encourager, le forcer à se dépasser. Alors quand son gamin a eu l'idée, à 5 ans à peine, de s'amuser à faire parler ses marionnettes en peluche, Édouard n'a eu de cesse de l'encourager dans cette voie. « Tu as un don, il ne... » Faut pas le gâcher, entraîne-toi. Pendant toute l'enfance d'Arthur, il a insisté, s'extasiant, sur son ventriloque de fils à la moindre occasion, certain qu'il lui donnerait des ailes, force de le porter au nu. Il ne fait ça que pour s'amuser, c'est un enfant, laisse-le. Un peu tranquille, soupirait Magda. Arthur avait fait du théâtre 2 fois par semaine, pendant des années. Il était brillant à l'école, mais Édouard, en signant son bulletin scolaire, lui affirmait « C'est bien, mais on s'en fiche des bonnes notes. Tu es tellement au-dessus de tout ça, Arthur. » L'enfant suivait sans rechigner, heureux que son père s'intéresse à lui lorsqu'il était présent, prêt à tout pour attirer l'attention d'un parent un peu trop souvent absent, un peu trop souvent entourné. Alors Édouard avait failli tomber de sa chaise quand son fils, à 18 ans, lui avait annoncé qu'il laissait tomber le théâtre, que la scène ne l'attirait pas plus que ça, qu'il ne voulait pas de cette vie-là. « Mais qu'est-ce que tu comptes faire après le bac ?»« Des études, papa. Des études. Mais pourquoi faire? Des études de quoi? Je n'ai pas encore décidé. Peut-être médecine. » « Tu plaisantes, mon fils ne va pas devenir médecin. Quand même médecin, c'est... » Déprimant, comme métier. Arthur, tu ne vois que des malades à longueur de journée. Ou pire, des gens qui ont peur d'être malades. Arrête, papa, avait soupiré le fils, lassé de ne jamais pouvoir avoir une conversation sérieuse avec son père, perpétuellement en train de tout tourner en dérision. La fac de droit aussi, ça me tenterait bien. Oh, Arthur, je t'en prie, dis-moi que c'est une blague. Tout le monde peut être médecin ou avocat. Tout le monde. Mais faire rire les gens, ça n'a pas de prix, ça. N'est pas donné à tout le monde. Tu as du talent, ne le gâche pas, s'il te plaît. Si Édouard avait parfaitement fait le parallèle entre cette scène et celle qu'il avait, opposée à son père presque au même âge, il n'avait pourtant pas compris que son attitude vis-à-vis de son fils aboutissait au même résultat que les années de dénigrement de Lucien Bresson. Il croyait sincèrement bien faire, et si la discussion ne s'était pas transformée en dispute franche, il n'en restait pas moins qu'après cela, Arthur s'était encore plus éloigné de son père, ce dernier ne faisant aucun effort pour le rattraper, certain que le jeune homme se rendrait compte de son erreur rapidement. Édouard était tellement convaincu qu'Arthur était fait pour être lui aussi sur scène qu'il ne pouvait comprendre la réaction de son fils. Quand on avait un tel don, il était inenvisageable de ne pas l'offrir au monde. C'était un véritable crime de le renier, avec autant de désinvolture, de se contenter de choisir un métier que n'importe qui d'autre pouvait faire. Pour Édouard, le talent était bien au-delà de l'envie. C'était quelque chose qu'on recevait, qui nous transcendait, pas quelque chose qu'on choisissait, et encore moins quelque chose qu'on avait le droit de balayer d'un revers de la main. Son fils ne pouvait que s'en rendre compte, c'était impossible autrement. Mais Arthur avait commencé des études pour devenir avocat. Un caprice passager, d'après Édouard. Et cette année, il s'apprêtait à obtenir un obscur master de droit et à passer l'examen d'entrée dans une école d'avocats. Au fil du temps, la distance avec son fils s'était creusée, de déception en incompréhension, de ressentiment en abdication. Cela faisait bien longtemps qu'il n'avait plus fait parler la moindre marionnette. Avant de ranger son portable dans sa poche et d'aller rejoindre son équipe, Édouard vérifie une dernière fois qu'il n'est pas un silencieux. Il s'en voudrait de manquer le moindre appel, même s'il doute d'entendre la voix tant espérée ce soir. Chapitre 16.
Décembre 1998, il s'en voudrait de manquer le moindre appel, même s'il doute d'entendre la voix tant espérée ce soir. Alors après son spectacle, Édouard refuse d'accompagner les autres, bien décidé à poursuivre les festivités dans un bar branché d'une rue adjacente. Il préfère regagner le calme de sa chambre située à 2 pas de la gare Saint-Lazare. Est-ce qu'à 23h, Magda sera déjà couchée? Ou est-ce qu'elle tentera de lui téléphoner? À l'hôtel, lui ne veut pas risquer de réveiller Arthur par des sonneries stridentes. Il est donc obligé d'attendre en croisant les doigts pour que sa femme l'appelle. Cela fait bientôt 4 mois qu'il joue du jeudi au dimanche soir à l'Olympia, presque à guichet fermé. Chaque semaine, près de 8000 spectateurs viennent voir. Son dernier spectacle, Mouage, vend du rêve. Il rentre au Havre tous les lundis en fin de matinée, éreinté avant de repartir le jeudi matin. Il passe le début de la semaine à écrire, des boules qui essaient enfoncées dans les oreilles pour ne pas être dérangé par les bruits environnants, à répéter ses sketchs en prévision des 3 soirs de spectacle qui l'attendent. Arthur et Magda restent à 2 le week-end. Et le petit garçon de 5 ans refuse de croire ses camarades de classe qui lui affirment que leur papa, à eux, vivent 7 jours sur 7 à la maison. « Même pas vrai !» s'exclame-t-il, scandalisé par de telles inepties. Tout s'est enchaîné très vite pour Édouard. L'an dernier, il était à la Cigale, avec 1000 spectateurs chaque soir, après avoir triomphé pendant 18 mois au point-virgule. Les salles sont de plus en plus grandes. Édouard est devenu bankable, comme on dit dans le métier. Il passe dans des émissions de télévision et à la radio, où les personnages de Zita, la concierge maniaque, et d'Alphonse, l'agent immobilier véreux, font un tabac. Tous les plus grands festivals d'humour le courtisent, l'invitent, son nom est systématiquement en tête d'affiche lorsqu'il accepte. L'audimat grimpe en flèche et la cote de l'humoriste aussi. En février, il doit se lancer dans une nouvelle tournée en province pendant 4 mois. Il est prêt à enchaîner une centaine de dates, prêt à mettre sa vie de famille entre parenthèses, même si ça lui déchire le cœur de se dire qu'il ne verra ni Magda ni son fils durant tout ce temps. Mais il ne peut pas ralentir, pas maintenant. Quand alors, s'enquiert souvent sa femme, attristée qu'Arthur demande quotidiennement si son père va bientôt rentrer. Elle voudrait dire à Édouard que ça commence à dérailler, que ce n'était pas comme ça qu'elle imaginait leur vie, même si elle a toujours encouragé et soutenu son mari. Elle a là le cœur serré lorsque son fils s'écrie « Ce soir, on dîne avec papa en s'empressant d'allumer la télévision pour trouver la chaîne qui diffuse, l'émission où Édouard fait quotidiennement le pitre. » Elle a envie de pleurer lorsque, soir après soir, il embrasse le gigantesque poster à l'effigie d'Édouard au-dessus de son lit en chuchotant un « bonne nuit » d'un ton de connivence. Et pourtant, elle ne sait pas quoi faire. Elle ne veut pas stopper l'ascension de son époux. Après tout, ça toujours été son rêve, sa passion, bon sang. C'est même elle qui l'a poussé à tenter sa chance peu après la naissance d'Arthur, quand elle a compris que végéter à l'agence immobilière ne lui suffirait pas, qu'il aspirait à toute autre chose. Édouard lui a proposé d'emménager à Paris, mais elle sait que ça ne résoudra en rien le problème des mois de tournée en province. Et il lui faudrait tout reconstruire dans cette capitale froide dont elle ignore tout. Les musées ne manquent pas, elle pourrait certainement retrouver un poste de guide, mais a-t-elle le courage, l'envie de s'installer comme une étrangère dans une ville démesurée, et serait-elle vraiment moins seule, loin de sa famille, en ne pouvant plus compter que sur Édouard? Le succès lui monte à la tête, c'est ce qui se murmure parfois en coulisses. Quand l'humoriste houspille un membre de l'équipe pas assez efficace, pas assez attentif. Certes, il a toujours été perfectionniste et la même angoisse l'étreint avant chaque spectacle, ce qui peut expliquer ses humeurs. Mais quelque chose a changé. Les médias, l'encens, les critiques sont quasi unanimes et s'il lutte pour ne pas se faire aspirer dans un gouffre de superficialité et de fines bulles, il sent que peu à peu il se laisse porter, grisé par ses triomphes successifs. Rien ne semble pouvoir l'arrêter, il gravit les marches une à une. Il n'est même plus surpris du nombre d'affiches faisant la promotion de son spectacle lorsqu'il marche dans les rues de Paris. On s'habitue vite aux choses, même les plus incroyables, et peu à peu, elles deviennent simplement normales.
Il a sa tête dans le métro, sur les bus, les kiosques à journaux, les panneaux publicitaires, dans les magazines, à la télévision, partout, et ça en devient banal à force. Ce jour-là, quand Édouard rentre au Havre à l'heure du déjeuner et que Magda le rejoint à la maison pendant sa pause du midi, les retrouvailles sont timides, presque maladroites. Il embrasse rapidement la jeune femme avant de s'affaler dans le canapé, épuisé comme d'habitude. « Je vais faire des spaghettis, ça te va ?» demande Magda. « Ce sera parfait. Le week-end s'est bien passé. Très bien. Et toi, super. Hier soir, je crois que je me suis surpassée. À la fin, le public s'est levé pour m'applaudir. Tu imagines des Parisiens debout pour m'acclamer ? Magda met l'eau à bouillir, puis se retourne pour sourire à Édouard. « Tu le mérites, tu le sais bien ?» Il ne répond pas. La conversation faite de miettes de mots qui ne parviennent pas à s'assembler pour former quelque chose de mémorable se poursuit bon gré mal gré. Chacun voudrait trouver la phrase juste, mais ils sont comme deux musiciens qui joueraient chacun dans une clé différente sans jamais pouvoir se rencontrer. « Qu'est-ce que tu as fait ? Avec Arthur ? » Rien de spécial. Les courses, l'atelier d'éveil musical samedi après-midi, il adore. Le tambourin d'ailleurs. On pourrait lui en acheter un à l'occasion. Dimanche, je l'ai emmené au parc comme il faisait beau. C'est bien, répond Édouard, à défaut d'autre chose. Il note dans un coin de sa tête de trouver un magasin de musique à Paris pour rapporter l'instrument à son fils la semaine prochaine. Voilà qui lui fera plaisir. Malgré lui, il est partagé entre la tristesse de ne pas être présent pour ces petits moments de joie en famille et l'impression que sa femme et son fils sont englués dans un quotidien qui n'a rien d'extraordinaire ou même d'enviable, qui, dans un sens, le ramène insidieusement à son enfance et à ce père duquel il voulait à tout prix se démarquer. À la fin du repas, avant de repartir travailler, Magda vient s'asseoir sur les genoux de son mari. Elle appuie la tête d'Édouard contre sa poitrine pour lui caresser les cheveux. Celui-ci passe ses bras autour de sa taille, tendrement. On n'entend plus que les rares gazouillis des moineaux de l'autre côté des fenêtres. « Tu feras l'aller-retour pour Noël. » Édouard joue le 24 et le 25 au soir. Il n'a pas eu le choix au moment de la programmation, n'a pas osé demander une pause pour passer les fêtes de fin d'année en famille. Même si Magda ne comprend pas pourquoi il s'impose tout ça, ce n'est pas comme s'il avait un patron auquel il devait obéir coûte que coûte, sans jamais rechigner. « Plus tard, je ferai ce que je veux, mais pour le moment, je ne peux pas me permettre de caprice. » avait-il soupiré, et elle avait haussé les épaules, résignée, se retenant, de répondre que s'il voulait vraiment être avec eux pour Noël, personne ne pourrait l'en empêcher, et que sa carrière ne s'arrêterait pas juste à cause de 2 soirs d'absence. Oui. Je partirai juste après le spectacle du jeudi soir, j'arriverai dans la nuit. Comme ça, je serai là quand Arthur se réveillera pour ouvrir ses paquets le 25 et je repartirai en début d'après-midi. Magda hoche la tête doucement, les lèvres serrées. Édouard poursuit. Ce n'est plus qu'une question de temps, chérie. Bientôt, on sera les maîtres du monde, on fera ce qu'on voudra. La semaine suivante, lorsque Édouard rentre chez lui et qu'il va chercher, enfin, d'après-midi, son fils à l'école, il n'a qu'une hâte qu'Arthur découvre le cadeau qu'il lui a rapporté après avoir longuement arpenté les rues du 9e arrondissement dans le froid glacial de décembre. Une fois à la maison, le petit garçon s'empresse de déchirer le papier cadeau bleu, roie et hurle de joie en découvrant un tambourin plus gros que sa tête. « Regarde, maman, c'est le même qu'à l'atelier de musique !» Arthur sautille dans tout l'appartement au rythme de son nouveau jouet, tapant allègrement sur la peau de tambour. 1 heure après, il ne s'est toujours pas lassé de l'instrument, chantonnant à tue-tête pour accompagner les percussions. Édouard s'est installé à son bureau. Depuis plusieurs jours, il peine à trouver le fil d'un nouveau sketch. Pourtant, il a l'impression de l'avoir au bout des doigts, si près, que ça devient agaçant. Si seulement il arrivait à faire le vide, à se concentrer sans le moindre bruit, alors il trouverait comment assembler les bribes d'idées qu'il a collectées. Tout ferait sens. Il en est certain. Tu peux faire moins de bruit, Arthur. Je crois qu'on a eu notre dose de tambourin. Pour la soirée... L'enfant est bien trop occupé pour entendre son père, et il continue à bondir en secouant avec enthousiasme son jouet. Soudain, Édouard n'est plus capable de penser à autre chose qu'à ce vacarme, insupportable qui lui vrille les oreilles et l'empêche de travailler, de penser.
Alors, quand Arthur passe une nouvelle fois à sa hauteur, il se retourne vers lui, furieux, et l'attrape fermement par le bras. L'enfant le regarde d'un air perplexe, avant de gémir de douleur. Édouard explose. Silence. Chapitre 17. 31 mars 2017 à 23h50. Silence. Les conversations animées s'éteignent aussi sec, comme la flamme d'une bougie brutalement privée d'oxygène, et lorsque les regards interloqués se tournent dans sa direction, Édouard comprend que c'est lui qui vient de s'exclamer. Il rit nerveusement, boit une gorgée de Saint-Émilion pour se donner une contenance. « Ne faites pas attention à ce que j'ai dit, c'est la fatigue qui parle », se justifie-t-il, d'un air dégagé. Jean-Michel et Hervé échangent un regard inquiet, mais les discussions reprennent, aussitôt, et le brouhaha emplit à nouveau la salle du restaurant. Édouard baisse les yeux et fait mine de se concentrer sur la dorade grillée au ventre, remplie de petits légumes colorés, allongés en travers de son assiette. L'œil visqueux, lui, donne soudain la nausée. Il n'a jamais compris pourquoi plus les restaurants étaient raffinés, plus ils servaient des mets écœurants à regarder. Il fouille à l'intérieur des entrailles vidées du poisson, en ressort une fourchetée de julienne de carottes et de courgettes qu'il porte à sa bouche sans entrain. Si tout se passe comme sur des roulettes, le DVD du spectacle enregistré ce soir devrait sortir fin juin. On prévoit d'en vendre 2 millions d'exemplaires pour combler le déficit du Stade de France. Édouard mâchonne en hochant la tête, écoutant à peine les paroles trop sérieuses de Jean-Michel qui ne pense constamment qu'à une chose, l'argent. Les bénéfices, le manque à gagner, il n'a que ça à la bouche en permanence, forcément puisque c'est lui qui aligne les paquets de billets au départ, qui choisit de miser sur le succès encore, jamais démenti d'Édouard. Ça fait 7 mois qu'il répète la même rengaine, tu sais que ça nous coûte le Stade de France, tu sais comment il va falloir ramer pour ne pas être dans le rouge après cette folie. Pourtant, ça lui est bien égal à Édouard. Toutes ces questions de fric, le principal, c'est que tous ceux qui bossent soient payés, que les spectateurs soient satisfaits. Pour le reste, il y aura toujours moyen de se refaire. Jean-Michel, son rôle, c'est de tenir les cordons de la bourse. C'est normal qu'il flippe à longueur de journée. Mais celui d'Édouard, c'est de faire rêver les milliers de personnes assises en face de lui. Rien d'autre. La voix traînante de son producteur continue d'emplir son oreille gauche sans que l'humoriste ne parvienne plus à se concentrer sur le sens des phrases qui tourbillonnent. À sa droite, Hervé est en pleine discussion avec la metteuse en scène du spectacle, Cynthia, qui ponctue chacune des répliques de son manager par des attentifs. Une fois qu'Édouard, quelque part dans son cerveau, a remarqué ces ils deviennent subitement omniprésents, irritants, comme un tempo de batterie sûr, lequel tout le monde se calerait inconsciemment. À l'autre bout de la table, Francis raconte quelque chose d'apparemment hilarant aux 2 assistantes lumière qui s'esclaffent toutes les deux d'un rire aigu, presque agressif. Les gloussements staccato persistants viennent se combiner au désagréable Édouard sent que la boule d'anxiété au creux de son estomac, oubliée depuis quelques heures, se réveille. Doucement, mais sûrement. La dorade inerte le regarde d'un air narquois. Les boyaux de légumes chatoyants dégueulent de son ventre béant. Les fourchettes et les couteaux à poisson argentés claquent contre la céramique des assiettes, crissent comme une craie sur un tableau contre les porte-couteaux en ardoise grise, cognent contre les dents des convives. Les trop nombreux verres à pied s'entrechoquent à chaque gorgée que quelqu'un prend. Les bouteilles de vin sont reposées pesamment. Édouard sent presque vibrer la table à chaque fois. Tout ce vacarme s'infiltre dans ses oreilles, submerge son cerveau. Son cœur s'accélère au rythme crescendo des cris et des rires qui l'attaquent. De toutes parts, son ventre se remplit de ces sons explosifs qui rejoignent les quelques vermicelles de légumes qu'il a réussi à avaler depuis le début du repas. La boule d'angoisse grossit, se presse contre son diaphragme jusqu'à lui filer la gerbe, encore et toujours. Même s'il sait que vomir n'apaise jamais bien longtemps le démon vorace, toujours prompt à reprendre des forces à la moindre occasion. L'angoisse n'est jamais domptée comme la marée, elle ne fait que se retirer provisoirement, laissant un peu,
d'écume de honte et de désespoir sur son passage. Tout n'est que répit passager entre deux crises. Édouard le sait depuis le temps que cette compagne s'est invitée à son réveil, dans ses draps, la nuit, le jour, au supermarché, au cinéma, lorsqu'il marche, dans la rue, qu'il relève son courrier, n'importe où, n'importe quand, elle ne fait qu'attendre, tapis à l'intérieur de lui, enfoui au plus profond de son âme, jusqu'à parfois se faire oublier. Pour n'en revenir que plus victorieuse quelques heures, quelques jours après. Le bruit est insupportable, omniprésent, suffocant. Il entend les bouches qui mâchonnent, les déglutitions mouillées, les exclamations, les toux discrètes, les reniflements des enrhumés, même le frottement des mains recoiffent une mèche de cheveux rebelles lui semble insupportablement perceptible, intolérablement envahissant. La sueur commence à perler à ses tempes, l'oxygène se fait rare, il se sent oppressé, opprimé, harcelé par le vacarme de la trentaine de joyeux convives. Sous ses yeux, là, Dorade, elle aussi semble se foutre de sa gueule, comme si elle souriait de son ouïe, grande ouverte. Se lever, s'excuser, n'importe quel prétexte fera l'affaire. Prendre le temps de remettre en place sa chaise pour ne pas éveiller l'attention des autres. Partir, sortir de cette pièce où il étouffe aussi sûrement que si quelqu'un s'amusait à l'étrangler d'une poignée de fer. Rentrer chez lui, vite. Fuir. Encore fuir. Ça ne va pas, Édouard. Tu tires une drôle de tronche. Hervé le scrute d'un air inquiet. Non, ce n'est rien. Le soufflet qui retombe, c'est tout. Je vais rentrer chez moi. Je suis harassée. Son manager hoche la tête. Tu veux que je te ramène ? Non, profite du dîner. Vous l'avez tous bien mérité. Je vais prendre un taxi. Tu es sûr ? Édouard rassemble tout ce qui lui reste d'énergie pour adresser un sourire convaincant à Hervé. Mais oui, je te dis que ça va aller. Il faut toujours que tu te fasses du mouron pour moi. L'humoriste fait au revoir de la main à la tablée, pressé de se retrouver dehors, dans l'air frais, dans le silence de la nuit. Il essaye de ne pas grimacer quand toute son équipe invente de l'applaudir, de l'acclamer une dernière fois, et pourtant il jurerait que ses tympans ne sont pas loin d'être violemment transpercés. Une fois à l'extérieur, il sort son téléphone pour commander un taxi. 10 minutes à attendre. Seul, à reprendre ses esprits dans l'espoir que cette satanée angoisse accepte de desserrer son emprise. Édouard ne retire son pull marin, se retrouve en t-shirt, soulagé de sentir le froid s'immiscer sous le tissu de coton. Des talons claquent sur le pavé et lorsqu'il regarde à sa droite, il aperçoit Tiphaine, son attachée de presse, qui approche à grands pas, son sac à main serré sous son aisselle. « J'ai eu peur que tu sois déjà partie », minote-t-elle une fois parvenue à sa hauteur. « Qu'est-ce que tu fais là ? Je me disais que ce serait dommage que tu termines cette soirée tout seul chez toi. Ce n'est pas le moment. » Là, je suis désolée. Retourne t'amuser avec les autres. D'accord ? Mais on pourrait s'amuser tous les deux. Non ? La jeune femme se rapproche de lui, il peut presque sentir son souffle chaud dans son cou. Des sueurs froides suintent le long tard de sa colonne vertébrale. L'angoisse ouvre à nouveau ses crocs, prête à le dévorer, à le faire disparaître. Édouard déglutit avec difficulté, et Tiphaine s'imagine que c'est elle, ses longues jambes et ses lèvres, charnues, qui lui font cet effet-là. Sa main gauche se glisse sous son t-shirt, grimpe, jusqu'à son torse, jusqu'à ce qu'Édouard vienne l'interrompre, retirant les doigts, entreprenant avec fermeté. « Pas ce soir. Je suis désolée, » marmonne-t-il, sans l'être le moins du monde. « Mais je croyais que toi et moi, Je suis lessivée, tu peux comprendre ça, j'ai besoin de me reposer. » Seul, précise, Édouard. Cela fait plus de 2 ans qu'il couche à l'occasion avec Tiphaine, les soirs où la solitude est trop écrasante. Ou bien les soirs où il se sent inexplicablement plus léger. La jeune femme aux cheveux châtain clair est indéniablement attachante, même si Édouard se doute que de son côté à elle, leur relation n'est pas plus exclusive que du sien. Tiphaine a un bon fond, comme aurait dit Monique Bresson si elle l'avait un jour rencontré, mais il n'a jamais cherché une compagne, juste quelqu'un qui puisse combler de façon éphémère le vide lorsqu'il devient trop grand. « Je te laisse, alors. » La jeune femme s'avoue vaincue, se contente d'embrasser Édouard sur la joue avant, de s'éloigner en direction du restaurant.
Il serait prêt à mettre sa main au feu qu'elle réfléchit déjà à la proie sur laquelle elle pourrait se rabattre pour ne pas devoir finir la nuit avec son appétit inassouvi au creux des reins. En attendant le taxi qu'il a commandé, Édouard ne peut s'empêcher de laisser ses pensées divaguer jusqu'au visage de Magda. Avec des si, tout aurait sans doute pu être radicalement différent. Il aurait dû agir autrement. Il lui aura fallu plus de 15 ans pour le réaliser et il n'est pas certain qu'il vaille vraiment mieux tard que jamais, car la douleur de la prise de conscience est en décalage complet avec ce qu'il est censé ressentir des années après. Du fin fond de sa mémoire, une petite phrase assassine se fraye un chemin jusqu'à la surface. Cette petite phrase qui a scellé leur destin à tous les deux, à tous les trois même. À force de ne jamais être là, tu ne me manques plus. Chapitre 18. Octobre 1999. À force de ne jamais être là, tu ne me manques plus. Les mots, même s'ils sont prononcés doucement, avec tristesse, font l'effet d'une gifle magistrale à Édouard. Assis à la table de la cuisine, la tête entre les mains, il accuse le choc, les dents serrées. Magda fume une cigarette devant la fenêtre, entr'ouverte, recrache les bouffées en se penchant légèrement au dehors. « Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Édouard ? Tu préférerais que je te mente, que je continue à faire semblant pendant encore des années, jusqu'à ce que la rancœur me ronge tout entière, jusqu'à ce que j'en vienne à te détester. » Édouard se frotte les tempes, incapable de regarder sa femme. Il ne saurait dire ce qu'il ressent à cet instant présent, tout est encore trop confus. Il a l'impression qu'on vient de lui balancer un piano à queue en travers de la figure du 10e étage. Il vient de s'enfoncer violemment dans le bitume. N'est pas sûr de pouvoir s'en relever, n'est pas sûr de vouloir s'en relever. Est-ce que tu pourrais répondre quelque chose, s'il te plaît ? Je n'envisageais pas cette conversation comme un monologue. La royale à la menthe arrive à sa fin, et Magda l'envoie d'une pichenette dehors, après avoir passé le mégot sous un mince filet d'eau du robinet. Elle a toujours détesté l'odeur du tabac froid. Édouard lève enfin la tête, encore sonnée. « Je ne sais pas ce que je pourrais ajouter, tu as tout dit. Non, tu t'es fait ta petite tragédie et je n'ai plus qu'à tirer ma révérence, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que tu attends de moi, que je te supplie, que je te dise que tout va changer? Non, ça, tu l'as déjà affirmé trop de fois pour que je te croie encore. Rien ne changera jamais en bien, Édouard. Pas pour moi, pas pour Arthur, en tout cas. Ça fait 3 mois que tu n'as pas vu ton fils. Tu imagines ce que c'est pour lui de grandir, de se construire avec une moitié, que dis-je, un quart de père. Tu comprends que pour lui, tu n'es plus qu'une image à la télé, une voix à la radio ou au mieux au téléphone quand tu daignes trouver 5 minutes pour l'appeler. Je fais ce que je peux. Putain, tu veux quoi? Que j'arrête tout, que je raccroche, que je reprenne un boulot à la con, n'importe où, pour être là pour pousser le chariot au champ et astiquer les vitres avec toi. Magda émet un petit rire triste, va tirer la porte de la cuisine pour ne pas que le ton qui monte réveille son petit bonhomme de 6 ans qui a école demain. Je ne t'ai jamais demandé ça, Édouard, et tu le sais très bien. J'ai été la première à te soutenir, à te pousser, à te rassurer quand tu doutais de toi. Ose affirmer le contraire. Mais là, ce n'est plus vivable, ce n'est plus supportable. Tu es absent tout le temps, Et à Paris, tu es en tournée, tu ne t'arrêtes jamais. Tu répètes que tu vas ralentir, tu ne fais qu'en programmer encore plus. Des spectacles, des interviews, des émissions de télé. Tu affirmes que des occasions comme ça, il faudrait être fou pour les refuser. Mais pendant ce temps, ton fils grandit et tu n'es pas à ses côtés. Je dépéris, je crève à petit, feu de cette vie de mère célibataire, parce que c'est ce que je suis. Édouard, je suis une mère célibataire. Les mains tremblantes, elle allume une 2e cigarette, inspire une profonde, bouffée pour reprendre son calme. Son mari reste silencieux face à la tempête qui se prépare. Il n'y a pas d'autre solution, tu comprends ça. Je ne me suis pas mariée à l'homme, invisible, et à 30 ans à peine, j'ai droit à autre chose. Je mérite autre chose. C'est pareil pour Arthur. Il a besoin que les choses soient claires. Je n'en peux plus de le voir.
t'attendre, t'espérer à longueur de temps, tout ça pour être systématiquement déçu. Tu n'étais pas là pour son anniversaire cet été, à cause de je ne sais plus quel festival à la conquis était plus important. Tu n'étais pas là pour son premier jour au CEP, pas là quand il s'est cassé le bras en faisant le singe dans un arbre, pas là quand il a mis sa première dent de lait sous l'oreiller en me chuchotant qu'il allait demander à la petite souris de lui apporter son père plutôt qu'une pièce merde. Édouard, je m'arrête là, mais la liste est sans fin. Et le pire, c'est qu'on a déjà eu la même conversation au printemps dernier. Rien n'a évolué, rien, parce que ton métier, c'est ta vie. Parce que quoi que tu en dises, il n'y a que ça qui compte. Édouard serre les poings, la gorge nouée. Il voudrait répondre quelque chose, mais ne trouve rien qui pourrait trouver grâce aux yeux de Magda. Rien. Je pensais qu'on serait différent des autres, mais personne n'est jamais différent des autres, finalement. Crois-moi, ce sera mieux pour tout le monde. Tu n'auras plus à faire l'aller-retour jusqu'ici si tu n'en as pas le temps ou pas l'envie. De toute façon, dès que tu reviens, c'est pour t'enfermer dans ton bureau à écrire des sketchs. Même quand tu es là, tu es absente, tu le sais. Ça, finalement, ça ne changera pas grand-chose. Ça évitera juste les fausses joies et les déceptions, tu vois. 2 sillons de larmes dévalent les joues de Magda qui les essuie férocement. Édouard voudrait se lever, la prendre dans ses bras, lui remémorer tous les bons moments, toutes les petites choses qui font qu'elle et lui s'étaient censés être pour, toujours. Lui rappeler les fois où il jouait à cache-cache avec Arthur, faisant toutes les 2 semblant de ne pas parvenir à le trouver, alors que ses petites pieds dépassaient systématiquement de la cachette qu'il avait choisie. Les fois où il les emmenait en virée, surprise, où il mettait un bandeau sur les yeux de Magda puis sur ceux d'Arthur, qui criait de ravissement « On va où, papa ?» Les matins où il se levait en premier, où il allait mettre un vieux vinyle de son père dans le salon et où il venait réveiller Magda en lui, chuchotant à l'oreille « Viens, viens danser avec moi ». Elle se levait dans un sourire, encore ensommeillée, elle se serrait tout contre lui et ils oscillaient, lentement, doucement, au rythme de Jacques Brel. Magda posait sa tête au creux de son cou, se laissait guider, se laissait bercer par Édouard qui lui fredonnait à l'oreille « Quand on n'a que l'amour ». Et puis, invariablement, Arthur finissait par les rejoindre, il montait sur les pieds de son père, s'agrippait, fermant à ses genoux « Danse, papa, danse ». Encore. Tous les 3, ils virevoltaient maladroitement au milieu de la chambre, jusqu'à ce que la chanson s'achève, jusqu'à ce que Magda se détache en douceur, qu'elle les regarde tous les 2 en souriant, et si on allait prendre le petit déjeuner. Édouard voudrait qu'elle se souvienne de tout ça, que ces moments-là l'emportent. Sur tout le reste, il voudrait lui faire toutes sortes de promesses jusqu'à ce qu'elle cède, jusqu'à ce qu'elle accepte de repartir pour un tour de piste plus ou moins long. Mais lui-même est fatigué des serments qu'il ne saura, ne pourra respecter. « Je croyais que tu serais mon ancre envers et contre tout », murmure-t-il d'un ton abattu. Magda se radoucit, observe son premier amour auquel elle tient encore tellement, malgré tout ce qui les sépare désormais. « Je sais, mais je ne suis pas sûre que ce soit à moi de t'empêcher à tout prix de dériver. Je n'y suis pas parvenue de toute façon, et je n'ai plus envie d'être la femme, j'ai envie d'être moi, de ne plus être dans ton ombre. » Tout au fond de son cœur, Édouard sait que cette fois, c'est la fin, la vraie. Celle contre laquelle on ne peut plus lutter, celle qui est déjà arrivée à pas de loup, même si on ne s'en était pas aperçu jusqu'à présent, celle qu'il faut seulement accepter, le plus dignement possible, même si on sait qu'après coup, la douleur semblera insurmontable, qu'il faudra la noyer, l'assommer, la museler à tout prix pour qu'elle reste silencieuse. Je partirai demain matin, sauf si tu préfères que j'aille à l'hôtel ce soir. Ne raconte pas n'importe quoi, on ne va pas devenir des étrangers, l'un pour l'autre. Tu peux rester, profiter d'Arthur quelques jours ? Non, j'ai du boulot de toute façon. Tout un tas de trucs à gérer, à Paris. Magda referme la fenêtre de la cuisine en se mordant les lèvres. Édouard préfère la laisser croire qu'il est, comme toujours, atrocement prévisible, atrocement décevant.
Il n'a rien d'urgent qui l'attende à la capitale, il a juste envie de s'en aller le plus vite possible de ce foyer qui n'est plus le sien, qui ne l'est sans doute plus depuis bien longtemps, même si ce n'est que ce soir qu'il prend conscience de la froideur, de l'inhospitalité du lieu. Malgré ses absences, il a l'impression que sans sa femme dans sa vie, il est condamné à couler, puisqu'elle a été une des seules à l'aimer pour lui et non pas pour ce qu'il était devenu. Puisque avec elle, il pouvait tenter d'être lui-même. Il pouvait se décourager, broyer du noir, s'effondrer. Il pouvait montrer ses faiblesses, sans craindre qu'on le piétine, au contraire. La seule et unique chose dont il ne lui aura jamais parlé, parce que les mots ne sont jamais sortis, c'est de l'accident de Jonathan, de sa responsabilité, de la culpabilité. C'est la seule chose qu'il a gardée enfouie en lui, derrière des couches de blagues et de jeux de mots protecteurs. S'il a parfois été tenté de lui confier ce poids, il n'en a jamais eu le courage, trop convaincu qu'après avoir entendu ce secret, Magda ne le regarderait plus jamais de la même façon, qu'il deviendrait, dans ses yeux à elle aussi, celui qui a presque tué son frère. Est-ce que cela aurait changé quelque chose à leur histoire si elle avait été consciente de sa faille, abyssale, celle qui guidait le moindre de ses pas depuis son enfance? On aura fait ce qu'on a pu, souffle Magda avant d'éteindre le néon au-dessus de l'évier, qui à lui seul éclaire toute la pièce. Elle rouvre la porte et se dirige vers leur chambre. Ses pieds nus ne font aucun bruit sur le carrelage. Edward reste assis dans la cuisine, seul dans le noir et le silence. Il est comme pétrifié. Le 31 décembre 1999, il passe le réveillon du Nouvel An dans une soirée où tout est démesuré. Les invités sont tous des célébrités, ou des conjoints de célébrités, ou des maîtresses de célébrités. Le Veuve Clicquot coule à flot au buffet. On trouve des rails, de coke en entrée, en plat et en dessert. La piscine chauffée à 25 degrés Celsius regorge de filles en bikini qui sirotent des cocktails fluorescents. Le monde surexcité de la jet-set lui ouvre ses portes, à présent qu'il est libre comme l'air pour profiter de toutes les soirées parisiennes qui s'offrent à lui. Ce sera peut-être la fin du monde ce soir, mais au moins, il ne crèvera pas tout seul après les mois difficiles qu'il vient de passer, après une séparation qui lui laisse une plaie béante au cœur. Édouard se laisse griser parce qu'il est agréable de n'entendre que des louanges, parce qu'il est réconfortant d'avoir à ses pieds des inconnus à la plastique parfaite, parce qu'il est rassurant de savoir que tant d'étrangers le portent au nu de façon apparemment inconditionnelle. L'argent et la célébrité font que rien n'est impossible, l'ivresse permet d'oublier et le tout, c'est de se laisser porter, d'en profiter. Au même moment, au Havre, Magda et Arthur sont confortablement installés sur le canapé du salon, amitouflés sous un gigantesque plaid polaire, un seau de pop-corn, maison sur les genoux. L'enfant est hypnotisé par Toy Story, son dessin animé préféré, depuis toujours, le seul qu'il regarde en boucle sans jamais se lasser. Lorsque Buzz l'éclair s'écrie une énième fois V, R l'infini et au-delà, Édouard, éméché, s'évanouit dans les toilettes de l'hôtel parisien 5 étoiles qui accueille la soirée fin de siècle. Dans le grand hall, le compte à rebours commence sans. Lui, et quelques instants après, s'est endormi dans son vomi qu'il débute l'année 2000. Magda embrasse son fils tendrement, lui chuchote bonne année à l'oreille, quand, bien même Arthur s'est endormi depuis un petit moment déjà. Après le divorce, Édouard augmente encore son rythme de travail, jouant presque tous les soirs, multipliant les plateaux de télé qui se disputent de sa présence. Il ne retourne plus au Havre, refuse de laisser la nostalgie ou la mélancolie l'envahir ne serait-ce qu'une minute. Hors de question de sombrer alors que les spectateurs, les médias l'adulent, alors que des producteurs de plus en plus importants lui font de l'œil et sont prêts à lui dérouler le tapis rouge. C'est Arthur qui vient en train jusqu'à Paris, selon la traditionnelle formule choisie, par tant d'autres ex-couples, la moitié des vacances scolaires, pas de semaine sur 2, ou de week-end sur 2, évidemment, ce serait bien trop compliqué pour Édouard. L'humoriste achète sur un coup de tête, vu ce qu'il empoche chaque soir, il peut se le permettre un immense loft à 2 pas de la gare de Lyon,
choisi sur le seul critère de la proximité de la ligne du RERA pour pouvoir emmener son fils à Euro Disney aussi souvent que ce dernier le souhaitera. Il a d'ailleurs pris 2 passes annuelles parce qu'il faut bien compenser la séparation. A installé un immense poster de Woody, le cowboy de Disney, dans la nouvelle chambre d'Arthur, même s'il lui en a coûté de planter des punaises dans un mur fraîchement peint. A acheté tous les jouets de Toy, Story du Monsieur Patate à la bergère rose en passant par les petits soldats verts, Touya pour les aligner sur la commode crème qu'il a mis 3 laborieuses heures à monter. La première fois qu'il met les pieds dans l'appartement de son père, Arthur crie de « Joie, j'aimerais rester ici tout le temps. Papa, c'est trop génial !» Édouard sourit tout en songeant que les enfants sont drôlement ingrats. Heureusement que Magda n'est pas là pour entendre cette exclamation. La frénésie s'empare encore plus de la vie de l'humoriste, qui ne se repose jamais. Tellement il a la peur viscérale que tout s'arrête, la crainte gravée en lui de décevoir irréversiblement les autres. Plus on l'admire, plus on le complimente, plus il s'acharne à en vouloir encore davantage. Ça ne lui suffit plus d'être parmi les meilleurs, il veut être le premier. Parce que être le premier, cela signifie valoir quelque chose. Et peut-être un jour ne plus se déchirer d'angoisse avant chaque représentation ou à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, en se disant que tout ça n'est qu'un leurre, un feu de paille qui s'éteindra bientôt, demain, qui sait, et qu'alors il ne lui restera plus rien. Rien, sauf peut-être ce fils qui s'émerveille devant ses cadeaux, qui ne lui fait jamais le moindre reproche, qui se contente de ce que son père est capable de lui donner. Alors peu importe que dans le petit milieu du showbiz, on commence à murmurer qu'il devient mégalo, ou qu'il prend la grosse tête, être le premier sera sa revanche sur tout le reste. Mais surtout, ce sera la preuve irréfutable que son existence a un sens. Il n'y a qu'au mois d'août qu'Edward parvient à prendre une véritable pause, à refuser tout contrat, toute soirée, toute interview. Parce que Arthur vient passer tout le mois à Paris et qu'il s'est promis de se consacrer entièrement à lui durant ces 4 semaines estivales. Tout ce qu'il ne donne pas pendant 11 mois de l'année, il le sert, en concentré à son fils en août. À l'occasion de son anniversaire, il lui organise systématiquement une chasse au trésor, de plus en plus ardue au fil des années, puisque l'enfant grandit et devient très perspicace. Au début, le jeu de piste se déroule dans l'appartement, Arthur devant, chercher des indices qui le mèneront à son cadeau. L'année d'après, la chasse se déroule dans tout l'immeuble, avec la complicité bienveillante et amusée des voisins, d'Edouard, au passage ravi qu'une star aussi célèbre s'abaisse à nouer le contact avec eux. Quelques années plus tard, c'est à l'échelle du quartier que le jeu est organisé, méticuleusement par le père, pour le plus grand plaisir d'Arthur qui ne manque pas de se vanter auprès de ses camarades des extraordinaires énigmes d'Edouard à la rentrée de septembre. Pendant ces 4 semaines, l'humoriste ne regarde pas à la dépense, accepte le moindre début de caprice de son fils, multiplie les activités incroyables comme le saut à l'élastique, le survol de la capitale en hélicoptère ou les après-midi entiers à enchaîner les manèges de la fête des loges à Saint-Germain-en-Laye. Sans compter les journées à arpenter les allées d'Euro Disney à la recherche de Buzz l'éclair, Arthur, hurlant de bonheur à l'idée que le célèbre astronaute le soulève de terre pour le serrer dans ses bras. Parce que s'il y a encore une chose qui importe plus que tout à Édouard, c'est de ne pas décevoir son fils. S'il y a une personne envers qui il voudrait se rattraper pour ses années d'absence, c'est Arthur. Chapitre 19. 1er avril 2017 à minuit 30. S'il y a une personne envers qui il voudrait se rattraper pour ses années d'absence, c'est Arthur. Du moins, il l'espère. Mais peut-être qu'avec lui aussi, il est désormais trop tard. Peut-être qu'Édouard est condamné à se retourner vers ceux qu'il aime, uniquement lorsqu'il est trop tard. Jonathan et son nuage de poussière, Magda et ses cigarettes mentholées, Arthur et son éternel répondeur auquel il se heurte au milieu de la nuit. Il ne décrochera plus à présent. À quoi bon le harceler? Édouard n'a de toute façon pas envie que son fils constate qu'il a tenté de l'appeler à plusieurs reprises. L'humoriste enfonce un bonnet de laine grise sur sa tête,
remet son pull marin qui, lui, encombre les mains. Le taxi qu'il a commandé arrive enfin dans la petite rue, s'arrête à sa hauteur et il s'engouffre à l'arrière rapidement. Sans regarder le chauffeur, il lance son adresse, d'une voix monocorde, impatient d'être enfin chez lui. L'homme d'une trentaine d'années, vêtu d'une veste de survêtement sombre, entre là, rue dans son GPS, en pianotant à la vitesse de l'éclair. Puis il se tourne vers Édouard, lui déclare il y en aura pour une bonne demi-heure. L'humoriste émet un vague « M » tout en attachant sa ceinture de sécurité. Le véhicule se met en route et il se laisse bercer par le mouvement tout en douceur. Dans le rétroviseur, le chauffeur aux joues mal rasées ne peut s'empêcher d'observer son client, les sourcils froncés comme s'il cherchait à se souvenir de quelque chose qui lui échappe. « Dites... » Édouard tourne la tête, attend la suite placidement. « Je délire peut-être, mais vous ne seriez pas Édouard Bresson. » L'humoriste secoue la tête en signe de dénégation. « Non, désolé. » C'est bizarre ça, parce que vous lui ressemblez drôlement. Je sais, on me le dit souvent. Parfois même des gens m'arrêtent dans la rue pour me demander de faire une photo avec eux. Franchement, ça ne m'étonne pas. Vous êtes sûr que vous ne vous fichez pas de moi, là? Parce que même votre voix, on dirait la sienne. Sûr et certain, mais je vais finir par me dire que je pourrais faire carrière en tant que sosie. Je ne sais pas si ça pourrait me rapporter, tiens. Le chauffeur ne le quitte pas des yeux, et Édouard se retient de lui suggérer de se concentrer davantage sur la route que sur son visage. Je suis désolée de vous observer comme ça, c'est juste que j'ai du mal à croire que vous ne soyez pas Édouard Bresson. Enfin, je ne mets pas votre parole en doute, hein. Je ne vois pas pourquoi vous mentiriez de toute façon. L'humoriste sourit faiblement, espérant que son interlocuteur lâche prise et passe à autre chose. S'il arrête d'insister maintenant, alors tout ira bien. Qu'il lui parle de la météo, qu'il allume l'autoradio, peu importe. Mais qu'il arrête de lui parler d'Édouard Bresson. Après tout, est-ce qu'il a vraiment été malhonnête avec lui en lui affirmant qu'il se trompait, l'homme harassé, au bord de la crise de panique, assis sur la banquette arrière de ce taxi, a-t-il quoi que ce soit à voir avec le célèbre humoriste que tout le monde adore et envie? Le visage hilar sur les affiches de son spectacle a-t-il quoi que ce soit à voir avec son air morne, son teint brouillé et cireux? Qui est vraiment Édouard Bresson qui peut prétendre répondre à cette question? Est-ce qu'il a encore une identité? Au fond, à quel moment l'admiration, l'émerveillement des autres ont-ils cessé de le porter pour au contraire devenir écrasant de responsabilité et de devoir? À quel moment cette célébrité qu'il recherchait tellement s'est-elle transformée en une seconde peau poisseuse dont il rêverait de se débarrasser, comme un serpent qui mue? À quel moment tout a-t-il à basculer? Tout s'est fait si progressivement, si imperceptiblement, au fil des douleurs de la vie, des remords, des regrets, qu'Édouard n'a rien vu venir. Et aujourd'hui, dans ce taxi, il voudrait être n'importe qui plutôt que ce putain de vainqueur d'Édouard Bresson, ce salopard au sourire ultra-brite, ce double valeureux dont la vie est une explosion permanente de bonheur dans l'imaginaire de tous. Il enfonce un peu plus son bonnet sur sa tête, ignore la laine qui lui gratte la nuque. Les tempes, le front, il voudrait disparaître tout entier dans ce bonnet, comme un lapin dans un haut de forme. Il voudrait disparaître et qu'on lui foute la paix avec cet enfoiré d'Édouard Bresson, qui n'existe nulle part ailleurs que dans la tête des gens, qui n'a pas plus de consistance, que ces affiches délavées par la pluie, arrachées par le temps, recouvertes par d'autres, plus importantes, plus vendeuses ou tout simplement plus récentes. Le chauffeur abandonne, reporte son regard dubitatif sur le périphérique qui défile, dans des lueurs orangées, et Édouard laisse ses pensées divaguer sans plus lutter contre l'amertume qui vient lui assécher la gorge et le cœur. Lorsque le taxi se gare en bas de chez lui, l'humoriste règle la course sans un mot, pressé d'en finir. Il sort du véhicule et se dirige d'un pas pressé vers son immeuble, quand il entend la vitre du chauffeur s'abaisser dans un grincement électrique. « S'il vous plaît !» Lassé, Édouard se retourne vers le jeune homme, obstiné. « J'ai bien compris que vous n'étiez pas lui, mais... vous accepteriez de me faire un autographe quand même.
Juste au cas où. Ma mère vous adore, enfin, elle adore Bresson, et je me disais que même si vous n'êtes qu'un sosie, elle serait contente que je lui rapporte une dédicace. Je ne veux surtout pas vous déranger, mais une petite signature, ça ne vous coûte pas grand-chose. Si les deux hommes se jaugent du regard, chacun étant parfaitement conscient de ce que l'autre sait, aucun n'étant dupe. Édouard finit par céder et s'approche de la voiture pour apposer sa signature sur un bloc-notes à petits carreaux. Ça n'aura aucune valeur, vous le savez. Le chauffeur hoche la tête sans trop savoir quoi répondre. Il contemple le gribouillage sur son carnet, une signature illisible accompagnée de la date du jour, tandis qu'Édouard se redresse. Avant de tourner les talons, l'humoriste semble réfléchir un instant, se penche à nouveau vers le jeune homme si insistant. À votre place, je conserverai quand même ce bout de papier bien soigneusement. On ne sait jamais. Ça pourrait vous rapporter un peu d'argent un jour. La vie réserve. Des surprises parfois. Le chauffeur fronce les sourcils, perplexe, se demandant si ce type qui s'éloigne à grands pas se fiche de lui. Un autographe d'Édouard Bresson, ce n'est pas non plus un ticket de loto gagnant, songe-t-il en redémarrant son taxi. Une fois devant la porte de son loft, Édouard fouille dans sa sacoche, à la recherche de son trousseau de clés. Celui-là même qui lui a inspiré, il y a quelques années, un numéro désopilant sur tous ces objets qu'on passe son temps à perdre et à retrouver. Il a proposé comme solution infaillible pour remettre la main sur un objet disparu, d'accuser avec hargne la première personne sur laquelle on tombait. Mais si, c'est toi qui as pris mes clés, souviens-toi, je te les ai confiées pour que tu ailles chercher le courrier. Alors, fais un effort, rappelle-toi où tu les as mises, le fautif ainsi désigné se sentait alors contraint de chercher l'objet manquant, et pendant ce temps, on pouvait, tranquillement, aller vaquer à d'autres occupations bien plus essentielles. Il est arrivé à Édouard, encore récemment, qu'une inconnue le croise en bas de l'immeuble et s'exclame, le sourire aux lèvres. Grâce à vous, quand je ne sais plus où j'ai mis mon porte-monnaie, j'accuse toujours mon mari pour qu'il le cherche à ma place. Ce n'est pas un des meilleurs sketchs d'Édouard, loin de là, et pourtant, il fait désormais partie de la légende, de la mémoire collective, un peu comme le schmilblick de Coluche. Sans doute parce que ce sont toujours les spectateurs qui choisissent, quoi, qu'on en pense. Au bout de quelques minutes, ses doigts tombent sur le trousseau de clés et Édouard bataille quelques instants avec la serrure de la porte d'entrée. À l'aveugle, la lumière doit pallier s'étant éteinte. Lorsqu'il entre enfin, il a toujours cette enclume qui pèse sur sa cage thoracique, au point qu'il se force à inspirer par la bouche une grande goulée d'air, dans l'espoir de se sentir un instant seulement, plus léger. Chapitre 20. Juin 2010. Lorsqu'il entre enfin, il a toujours cette enclume qui pèse sur sa cage thoracique, au point qu'il se force à inspirer par la bouche une grande goulée d'air dans l'espoir de se sentir un instant seulement, plus léger. Dans 20 minutes à peine, il sera debout sur cette scène, à quelques mètres de là. Il balaye du regard la salle qui se remplit dans un brouhaha joyeux, avise une rangée, encore à moitié vide, et va s'installer à côté d'un couple d'environ 25-30 ans. Tout en s'assurant que sa perruque brune est bien en place, il réajuste ses lunettes de soleil, puis prend place dans le fauteuil libre, juste à côté de la jeune femme occupée, à pianoter sur son téléphone. Ce soir encore, alors qu'il joue à guichet fermé à Bercy son dernier spectacle, 39 ans, devant environ 13 000 personnes, il n'a toujours pas perdu cette manie de rester un moment incognito dans le public, comme le spectateur anonyme qu'il rêverait parfois d'être. Observez discrètement toutes ces personnes qui cherchent leur place, qui discutent entre elles en attendant le one-man show qu'elles sont venues voir, c'est quelque chose qui l'apaise, qui atténue légèrement son trac avant son apparition sous les projecteurs et les applaudissements. Il y a un côté tellement touchant à côtoyer ces spectateurs inconscients de sa véritable identité. Sans compter qu'Édouard adore jouer avec le feu, risquer d'être reconnu. À sa droite, la jeune femme blonde aux cheveux coiffés en queue de cheval demande à son compagnon à quelle heure ça doit commencer, et Édouard ne peut s'empêcher de prendre immédiatement part à leur conversation. « Il est 21 heures passées. Normalement, il devrait déjà être en scène. Il y a marqué. »
21 heures, sur le billet, s'exclame-t-il d'un air irrité, les lèvres pincées. La blonde se tourne vers lui, surprise qu'un inconnu s'adresse à elle. « Merci. Ça va certainement bientôt commencer, alors... répond-elle d'une voix hésitante. « Oui, enfin, j'espère, parce qu'au prix où sont vendus les billets, faut quand même pas se moquer du monde V où ce n'êtes pas d'accord, lance Édouard d'un ton qui se veut véhément, toujours enclin à s'amuser un peu avec ses interlocuteurs. Si, mais c'est normal pour une star de se faire attendre un peu, de se faire désirer, ça fait partie du show, réplique sa voisine d'un ton enjoué. Pfff, le show, vous en avez de bonnes, vous. À mon avis, il est tout, simplement dans sa loge en train de s'enquiller des coupes de champagne hors de prix. Oui, Véus ne parviendrait pas à me donner envie de râler, j'adore tellement Édouard, Bresson que je serais bien incapable de dire le moindre mal de lui. Mon mari et moi, on a vu tous ces spectacles, n'est-ce pas, Gabriel ? L'homme au visage juvénile et aux cheveux sombres qui l'accompagnent lève la tête du programme de Bercy qu'on a dû lui distribuer à l'entrée et acquiesce en souriant. Chloé a raison. D'ailleurs, on a tous ces DVD à la maison et avant son nouveau spectacle, on se repasse les anciens pour se mettre en condition. Édouard lève les paumes devant lui, comme s'il s'avouait vaincu. Ouh là, je vois que j'ai affaire à de vrais fans, il ne me reste plus qu'à me taire. Alors, qu'est-ce qui vous plaît tant chez lui ? Au juste ne peut-il se retenir de demander curieux au jeune couple. La jeune femme au maquillage impeccable fait mine de réfléchir. D'abord, j'adore son côté pince sans rire, vous savez, il ne sourit jamais. Reste flegmatique et impassible, un peu comme Droupy, j'ai toujours trouvé sa culottée et hilarant. Oh, et puis, ses personnages sont excellents, franchement. Son mari se penche vers Édouard. Oui, Zita est extraordinaire, vous ne trouvez pas, c'est complètement délirant d'avoir imaginé cette folding. Parfois, je me demande si ce type n'est pas un peu siphonné lui-même pour inventer des choses aussi déjantées. Chloé approuve vivement. C'est clair que j'aimerais bien savoir comment il est dans la vraie vie. J'ai du mal à croire qu'il puisse être aussi normal que vous et moi. Oh, je suis à peu près certain que tous ces artistes sont juste bons pour l'asile, réplique Édouard d'un ton de connivence. Derrière lui, une voix agacée se fait entendre et quelqu'un lui tape sur l'épaule. Excusez-moi, mais... je crois que vous êtes assis à ma place. J'ai vérifié sur mon billet et je suis dans la bonne allée. Vous avez quoi comme numéro ? Édouard se lève d'un bond. Je suis désolée, j'ai dû me tromper, effectivement. Allez-y, installez-vous. De toute façon, Bresson est en retard. Comme d'habitude, j'ai tout le temps de rejoindre ma place. On paye pourtant nos billets suffisamment cher pour que ce type daigne être à l'heure. Mais que voulez-vous ? Tout fout le camp. Après avoir salué le couple d'un air attendri, Édouard se faufile à l'extrémité de la haie, rangé et disparaît. Il est plus que temps pour lui de rejoindre les coulisses. Ce soir, mes amis, j'ai prévu de vous parler d'un sujet qui fait mal, un sujet tabou, un sujet qui fâchera certains d'entre vous ici concernés la quarantaine. Je sais, vous allez me dire, comment puis-je vous proposer un spectacle sur la quarantaine, alors que moi, je suis encore dans la fleur de l'âge, avec mes 39 plus 2, en l'imagination, tout simplement. Je vous vois assise en face de moi, vous commencez à vous flétrir, à vous rabougrir, à vous racornir, et je n'imagine que trop bien ce que c'est d'avoir la quarantaine bien tassée, comme vous, monsieur, là-bas, oui ? Vous, qui n'avez plus beaucoup de cheveux sur le caillou et qui avez préféré tout raser pour couper court aux commentaires. Assis au 4e rang, l'homme chauve éclate de rire en secouant la tête. Édouard est entré en scène et l'enclume s'est miraculeusement envolée, comme chaque fois. Enfin, il respire librement. Les mots bien rodés coulent avec fluidité, le public est déjà conquis. Il le sent au creux de ses paumes, c'est une sensation inexplicable, indicible de savoir qu'ils sont tous là avec lui, comme en symbiose. La quarantaine, ça vous tombe dessus n'importe quand. Si, je vous assure. Parfois que ça vous tombe même sur le coin de la gueule quand vous avez 30 ans, c'est dire l'injustice. Les spectateurs s'esclaffent bruyamment, comme s'ils n'attendaient que ça. Édouard arrête d'arpenter la scène, se place face à eux, arborant un air scandalisé. Pourquoi vous riez ? Là, il n'y a rien de drôle, à ce que je sache. C'est le moment tragique du spectacle.
je vous signale. Me dites pas que j'aurais dû prévoir des assistants qui vous indiquent sur un panneau à quel instant précis il faut rire, quand même. Les gloussements continuent, inébranlables. Je reprends, si vous permettez. La quarantaine, comme je vous l'expliquais, peut arriver n'importe quand, comme un cheveu sur la soupe. Enfin, pour ceux qui ont encore des cheveux, n'est-ce pas, monsieur? Il a choisi sa cible pour la soirée. Ce sera cet homme au crâne lisse au 4e rang, pas d'erreur. Il lit dans ses yeux que celui-ci accepte d'endosser le rôle du bouc émissaire, qu'il est volontaire. Les gens adorent quand, d'un bout à l'autre du spectacle. Édouard s'en prend, malicieusement, pas toujours avec beaucoup de tact d'ailleurs, à une personne en particulier. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez vous situer immédiatement. Imaginez qu'un de vos amis aille à un concert de rock, qu'il vous téléphone en plein milieu pour vous faire écouter une de vos chansons préférées. On a tous vécu ça, non ? Être tout seul comme un con dans son salon à entendre un chanteur crachoter quelque chose qui ressemble de très loin à une mélodie qu'on adore. Eh bien, quand vous êtes du bon côté de la barrière, votre ami vous appelle vers 23h, minuit, et vous décrochez. Mais quand vous êtes passé du côté obscur de la force, qu'est-ce qui se passe ? Édouard laisse planer quelques instants de silence, les sourcils levés comme si attendait une réponse du public. Vs, voilà, c'est exactement ça. Rien. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce que vous êtes profondément endormi dans votre pieu. Demain, il y a école. Et ouais, on déconne plus là. On n'a plus l'âge pour toutes ces conneries. Et d'ailleurs, votre pote, qui est à un concert un soir de semaine, non, mais franchement, au fond de vous, qu'est-ce que vous vous dites qu'il est irrépensable, immature ? Les applaudissements s'élèvent dans la salle. V, où voulez d'autres exemples pour savoir où vous vous situez ? Un signe qui ne trompe pas, tiens, c'est quand on commence à aimer les tisanes. Ouais. Levez la main ceux qui adorent se faire une bonne petite infusion. Allez, ne soyez pas timide, je sais que vous êtes parmi nous. Monsieur, peut-être, je suis sûre que dans cette salle, il y en a même qui espèrent que je ne vais pas finir trop tard parce que demain, ils se lèvent tôt. Édouard sent qu'il se réchauffe au fur et à mesure, il est comme chez lui. Il y a aussi ceux qui emportent leur oreiller quand ils vont dormir ailleurs, ou pire, leurs chaussons. Monsieur, vous rigolez, ne niez pas, je vous ai vu. J'en déduis que vous emportez vos pantoufles, ou que vous alliez, n'est-ce pas ? Faites voir vos pieds, vite fait. Ah, ça va, il y a encore un peu d'espoir, vous avez mis des sandalettes ce soir. Enfin, bon, les sandalettes, on pourrait également disserter là-dessus pendant des heures. Mais je ne voudrais pas que vous ayez l'impression que j'ai quelque chose de personnel contre vous, parce que ce n'est pas le cas. L'homme au crâne chauve se tortille d'aise dans son fauteuil, ravi d'être la cible de tant d'attention de la part de la vedette du spectacle. Édouard continue sur sa lancée, imperturbable. Il enchaîne les sketchs pendant près de 2 heures, ne laisse pas le temps aux spectateurs d'avaler leur salive entre 2 salves de rire. Il ne doit y avoir aucun répit, aucun temps mort jusqu'à la fin. Soudain, au 2e rang, il aperçoit une femme d'une 50aine d'années qui semble absorbée par l'écran bleuté de son téléphone portable. Édouard se frotte les mains, ravi. Il s'immobilise à nouveau, fixe du regard la spectatrice jusqu'à ce qu'elle comprenne que c'est bien elle qu'il regarde d'un air morne. « Véous, là. Oui, vous. Vous croyez que je n'ai pas remarqué que vous étiez en train d'envoyer un texto ? Peu importe. Venez voir un peu par ici. » Édouard claque des doigts et un projecteur se braque sur la femme qui rit, un peu embarrassée. « Venez, je vous dis, je ne vais pas vous manger, venez sur la scène. Allez, on la laisse passer. Voilà, comme ça. Comment vous vous appelez, Régine ? Eh bien, Régine, vous voyez ce que ça fait d'être tout seul face à 13 000 personnes ? Régine hoche la tête, intimidée. Alors, à qui vous écriviez ? Au juste, montrez-moi. C'est qui ce François Miautre, Marie ? Qu'est-ce qu'il raconte de si important ? Édouard lit tout haut le message. Tu sais à quelle heure ça finit pour que je puisse venir te chercher ? Oh, mais il est drôlement romantique, François.
Régine acquiesce, de plus en plus mal à l'aise. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que je l'appelle et que je voie avec lui. Directement. Ce sera plus simple, non ? La femme glousse doucement, ne sachant plus où se mettre. Édouard appuie sur l'écran, porte le téléphone à son oreille sous les rires francs du public. Il pose l'index sur ses lèvres, concentré. Chut, ça sonne. Allô, allô, oui, François, bonsoir. C'est Édouard à l'appareil. C'était juste pour vous dire que vous pouvez vous mettre en route. Là, j'ai bientôt terminé. Donc ce serait sympa de ne pas faire attendre Régine trop longtemps dehors. Surtout que les rues autour de Bercy ne sont pas forcément les mieux fréquentées de la capitale. D'accord, ça marche, je lui transmets. Au revoir, François. L'humoriste raccroche d'un air satisfait avant de se tourner vers Régine. Tout est réglé. Il vous dit de l'attendre au début de la rue de Pomard. Vous pouvez... Allez vous rasseoir, ajoute-t-il en raccompagnant la spectatrice au petit escalier devant la scène. Bon, c'est pas tout ça, mais je ne voudrais pas faire attendre François, moi. Donc je vais vous laisser, d'autant que je suis naze, tout simplement. Il se fait tard, je n'habite pas la porte à côté, et honnêtement, j'ai envie de me coucher. Je bosse, en plus, demain. L'humoriste salue la foule, s'incline face aux milliers de personnes qui s'esclaffent de bon cœur devant sa révérence exagérément cérémonieuse. Puis il se redressant, souriant, le front en sueur. Le public se lève comme un seul homme, et c'est un ouragan violent d'applaudissements qui vient tourbillonner encore et encore autour d'Édouard. Chapitre 21. 1er avril 2017 à 4h50. Le public se lève comme un seul homme, et c'est un ouragan violent d'applaudissements qui vient tourbillonner encore et encore autour d'Édouard. Ce soir, c'était un sans faute, songe-t-il en éteignant la télévision d'un geste de la télécommande. Il a toujours eu l'habitude de réécouter ou de visionner ses spectacles, après coup, pour noter méticuleusement à quel moment telle ou telle blague fonctionnait, à quel moment les rires venaient porter ses effets comiques, à quel moment un jeu de mots tombait à plat, signe qu'il fallait le retravailler, voire le supprimer purement et simplement. Édouard a toujours été un travailleur acharné, exigeant, quoique puant, pensait son père avec ses yeux levés au ciel. Il s'est toujours étudié, a toujours analysé, le moindre de ses gestes, de ses intonations, de ses mimiques pour décortiquer ce qui, presque miraculeusement, créait la vague de rire. Une fois le téléviseur éteint, l'appartement se retrouve à la fois plongé dans la pénombre et dans le silence, ce satané silence qu'Édouard a tant de mal à supporter, après avoir passé une soirée sur scène. Il oscille toujours, après un spectacle, entre rester à tout prix avec d'autres personnes pour que le bruit ne diminue pas trop vite, pour que la solitude ne vienne pas l'étreindre trop soudainement et rentrer pour être haut, calme, pour ne plus se sentir obligé d'être à tout prix drôle et facétieux avec le moindre de ses interlocuteurs, pour subir et surmonter cette atroce phase de descente qui le met, immanquablement, au 36e dessous. Il se lève du canapé en cuir beige et va chercher sur le plan de travail de la cuisine là ses boîtes d'Atarax qu'il a abandonnées tout à l'heure. Ça fait plusieurs heures qu'il est rentré chez lui et il a l'impression d'errer comme un lion en cage. Mécaniquement, il sort de la tablette en aluminium un 3e cachet, l'avale sans même une gorgée, d'eau. Au 3e comprimé, ça finit toujours par aller un peu mieux, juste assez pour finir par sombrer dans un sommeil peuplé d'ombres fantomatiques. Ce soir, ou plutôt ce matin, il n'a aucune intention d'aller se coucher, mais il espère malgré tout que l'anxiolytique parviendra à le détendre un peu. Tous les autres doivent être profondément endormis, à l'heure qu'il est. Arthur dans son studio à Rouen, allongé paisiblement à côté de sa copine, comme s'appelle-t-elle. Déjà, Édouard fouille dans les recoins de sa mémoire, agacé de ne pas réussir à retrouver le prénom qu'il a pourtant sur le bout de la langue. Il n'a bien sûr jamais rencontré cette fille, mais il sait par Magda qu'Arthur n'est plus célibataire depuis l'année dernière. Ça finit par, lui semble-t-il, mais en même temps, les 3/4 des prénoms féminins se terminent par cette lettre aujourd'hui, Naïma, Maïna, Leïla, quelque chose du genre. Jonathan, chez ses beaux-parents, probablement recroquevillé sur un clic-clac usé, par les années, ses jambes mortes reposant tranquillement sur le sommier.
Édouard s'est toujours demandé comment c'était de ne plus rien sentir à partir du bas-ventre, de n'être plus qu'un tronc en quelque sorte. Mais il n'a jamais osé poser la question à son frère, bien évidemment. Jonathan avait l'air heureux ce soir, même si Édouard continue d'en douter, même s'il lui en faudrait beaucoup plus pour le convaincre que finalement, son frère ne s'en sort pas si mal que ça, peut-être même mieux que lui, en un sens. Magda, elle, doit dormir dans les bras de son mari, celui qui l'a si facilement remplacé quelques mois après leur séparation. Est-ce qu'ils dorment enlacés, la tête de Magda sur le torse poilu qui monte et s'abaisse doucement? Ou est-ce qu'ils somnolent, chacun de son côté, tourné vers l'extérieur du lit? Il repense à cette fois où il avait eu envie de retourner vers elle, de plaquer Paris pour rentrer au Havre, cette fois où il était prêt à la supplier de lui pardonner, à mettre sa carrière de côté pour elle et pour Arthur. C'était un soir où la solitude et le manque étaient trop mordants, sans doute amplifiés par un peu trop d'alcool et de fatigue. Il avait failli, sur un coup de tête, prendre la route pour les rejoindre tous les deux au milieu de la nuit, dans l'espoir de tout recommencer de zéro. Mais il était trop ivre pour conduire et il s'était contenté de s'endormir dans son canapé après avoir ruminé devant un album photo, concentré de leurs années de bonheur fugaces. Et quelques jours après, Magda lui avait annoncé qu'elle emménageait avec un autre, rencontré à peine un mois auparavant. Édouard s'était tu, s'était avoué vaincu presque de bon cœur, persuadé au fond que cette conclusion serait la meilleure pour tout le monde. Pour Magda qui méritait quelqu'un qui la fasse rêver, quelqu'un qui puisse la protéger et la dorloter. Pour Arthur qui trouverait peut-être en ce Christian un père de substitution bien moins faillible que l'original. Et pour lui-même, bien sûr, parce qu'il était tellement plus aisé de déclarer « forfait », de se laver les mains de tout ça et de se convaincre qu'après tout, l'arrivée de ce remplaçant lui épargnerait de ne pas être à la hauteur une seconde fois. Le monde s'arrête, se repose, alors que lui ne parvient plus à arrêter de tourner en rond dans son loft trop spacieux. Pourtant il se sent épuisé depuis tellement d'années, fatigué de se sentir en permanence coupable, las de cette cicatrice immonde de l'enfance qui n'a jamais pu se refermer, malgré la tendresse, malgré la douceur de son frère. Brisé d'avoir tant accompli, d'être parvenu à se hisser si haut pour finalement réaliser que tous ceux qui comptaient vraiment sont restés en bas, tellement loin qu'ils ne les distinguent même plus dans le brouillard. Meurtri de se souvenir à quel point il rêvait que des étoiles brillent dans les yeux de son fils lorsqu'en grandissant, celui-ci le regarderait, meurtri de songer qu'il n'a finalement réussi qu'à faire croître la distance, un peu plus chaque jour. Écrasé par toute cette pression permanente, affligé de prendre conscience que si un génie se pointait maintenant en lui offrant d'exaucer un seul vœu, il ne demanderait qu'une chose: redevenir quelqu'un de normal, un anonyme parmi les anonymes. Lui qui rêvait de briller, il n'aspire plus qu'à être transparent, invisible, qu'on le laisse se retirer loin des feux de la rampe, loin des caméras, qu'on l'oublie. Tout est un tel gâchis que ça lui donne le tournis. Ses muscles se relâchent grâce aux médicaments, mais son cerveau refuse de céder, de lâcher prise. Édouard retourne s'asseoir sur le canapé, il se sent très faible tout à coup, comme ramolli par les atarax qui se diffusent progressivement dans ses veines. Il ouvre le coffre en bois qui lui sert de table basse, en sort une bouteille de Talisker qui n'attend que lui. Se sert un verre à ras-bord, hume la délicate odeur de tourbe en fermant les yeux. « Santé !» s'exclame-t-il pour lui-même avant d'avaler une longue rasade qui lui laisse la gorge en feu. On est le 1er avril, aujourd'hui. Le jour des blagues. Le jour où Édouard se décarcasse à tout prix pour trouver la plaisanterie la plus originale, le gag le plus inattendu. Ça a toujours été à lui d'être le plus drôle, c'était son rôle, celui qu'il sait, attribué avec la rage de la culpabilité. Enfin, il piégeait Jonathan, 10 fois, 20 fois dans la journée, jusqu'au coucher, jusqu'au 2 avril si possible. Il accrochait les petits poissons de papier, soigneusement, découpait les jours précédents dans des emballages de carton,
dans le dos du fauteuil, dans le dos de son père, quitte à se prendre une gifle bien sentie lorsque Lucien Bresson en avait assez de sentir son aîné gesticuler autour de lui l'air de rien, dans le dos de Madame Rita, la concierge, dès qu'elle était occupée à nettoyer les portes vitrées de l'immeuble. Tout ce cinéma pour entendre, encore, l'éclat de rire salvateur du petit frère. Puis il avait pris le relais avec Magda et Arthur, élaborant des farces de plus en plus compliquées pour surtout ne jamais décevoir, qu'aucun des deux ne put déclarer que celle de l'année précédente était meilleure. Toujours plus haut. Remplacer le produit, vaisselle par de l'huile, mettre de la cellophane sur la cuvette des toilettes, fabriquer des pommes d'amour avec des oignons, enrubanner la voiture de papier toilette, quitte à se lever discrètement au milieu de la nuit pour avoir suffisamment de temps. Faire, semblant d'être mort, même si ni Magda ni Arthur n'avaient trouvé ça amusant. Toujours plus, toujours plus. Ça a toujours été à lui d'être le plus drôle. Il sait que ce qu'il a prévu de faire aujourd'hui est sans doute d'un humour douteux, mais après tout, ce qui compte le plus est de surprendre, de parvenir à rester imprévisible, sans compter qu'il trouve qu'il y a un côté magique à faire ça, aujourd'hui, justement. Peut-être que personne n'y croira, que partout en France, en se réveillant, les gens se diront que c'est une blague, que ce n'est pas possible. Peut-être que des années durant, ils continueront de douter, de se dire qu'il leur a menti, qu'il les a piégés comme d'habitude. Qu'il est évident qu'il ne peut que s'agir d'un immense canular particulièrement bien orchestré. La dernière plaisanterie d'Édouard Bresson, avant d'aller se réfugier sur une île, déserte, apparaissait sous les cocotiers, après des années à avoir fait rire les autres, presque 7 jours sur 7. L'humoriste finit son whisky. Il sent comme sa langue devient pâteuse, presque encombrante. S'il n'y avait pas eu cette dispute absurde un dimanche matin d'automne, s'il n'y avait pas eu cette maison abandonnée, est-ce qu'il serait dans cet appartement luxueux? Aujourd'hui, est-ce qu'il aurait été si exigeant vis-à-vis de lui-même? Est-ce qu'il serait parvenu à s'aimer un peu, juste assez pour estimer mériter quelques miettes de bonheur coloré? Les questions ricochent dans sa tête, au ralenti à cause des cachets et de l'alcool. Il aurait envie d'extirper de force toutes ces pensées de sa tête, une bonne fois pour toutes, qu'elles cessent enfin de tournoyer en permanence sous son crâne comme des vautours, qu'il ne reste plus rien que du vide, un vide salutaire, cotonneux, réconfortant. Lentement, il se met debout, s'appuie sur le rebord du sofa pour éviter de chanceler, s'approche de la porte-fenêtre, impatient de respirer l'air frais du balcon. Dehors, la rue en contrebas est encore déserte, aucune lumière dans l'immeuble d'en face, aucun rectangle orangé où il pourrait deviner des silhouettes qui s'affernent, où ils pourraient inventer leur vie, accoudés pensivement à la balustrade. Soudain, il s'imagine enjambant la rambarde glaciale, se contorsionnant pour passer. De l'autre côté, les pieds en équilibre fragile sur le mince rebord en béton. Il ressent l'effort surhumain de ce mouvement, l'impression de se vider littéralement de ses dernières forces. Si les lampadaires éteignent avant que j'aie compté jusqu'à 10, alors tout ira bien. Les premières lueurs du jour commencent à poindre à l'horizon, juste derrière la tour. Eiffel qui l'aperçoit au loin, ses doigts se cramponnent aux barreaux métalliques. Son cœur bat un peu plus fort, un peu plus sourdement. Dans la rue, les lueurs crues des réverbères disparaissent subitement, signe qu'il doit être 5 heures du matin. Paris s'éveille forcément. Édouard regarde vers le ciel, serein comme il ne l'a probablement jamais été. Le monde va bientôt se remettre à tourner, alors que lui, enfin, va s'arrêter, se reposer, s'éclipser au moment où personne ne s'y attend, se faire la malle au nez et à la barbe de tous.